C'est en septembre 1942 où les nazis ont fait un train, à peu près de 1000 personnes, qui est parti de Sterdin directement à Treblinka, et une partie des Juifs de Sterdin ont été tués aussi bien par balle qu'à la hache, que c'était un épouvantable massacre par les nazis, mais les nazis seuls. Et puis le cours de notre programme continue. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un jour tout à fait particulier, commémoration du Yom HaShoah. Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui à une période où il y a de moins en moins de témoins directs de la Shoah. Donc on a décidé de donner la parole à des enfants qui ont été cachés pendant la guerre, parce qu'il n'y a pas de terme pour définir un enfant caché. Aussi ont souffert, alors peut-être pas directement mais indirectement, ils ont vécu, en tout cas c'est une page de notre histoire. Et pour en parler, nous avons Monique Sobolovicius, j'espère que je n'ai pas accroché son nom, qui est en ligne par Zoom avec nous. Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Monique, on est très ému et très heureux aussi de t'avoir ce matin avec nous pour parler de cette période, donc de ta vie. Alors, par quoi on commence ? On commence par le début ? On va commencer par dire que c'est une petite période de ma vie, mais c'est surtout une grande période de la vie de mes parents. Alors, avant de raconter votre... Je suis un peu émue d'en parler parce que c'est tout le temps comme ça. Je suis toujours très émue de parler de cette histoire. Et alors, nous sommes une famille où nous avons eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et je pense que tous les enfants cachés qui ont aujourd'hui, ou qui ont eu plutôt leurs parents vivants, ont eu de la chance. Alors voilà, c'est par ça que je veux commencer. Et ce qui est important pour moi, c'est la transmission. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à Cathy, parce que c'est primordial pour moi d'avoir une transmission, aussi bien au niveau vie humaine de tous les jours, qu'une transmission familiale. Voilà. Alors, vous allez nous raconter bien sûr votre histoire, mais vous êtes aujourd'hui trésorière d'une association qu'on connaît bien et qu'on apprécie, les associations Alumim. Voilà, des enfants cachés. Oui, alors j'y suis très attachée. D'ailleurs, je suis à Alumim depuis, j'ai cherché hier, depuis combien de temps je suis rentrée à Alumim en 1997. Donc, ça fait déjà un petit moment que j'y suis. Je suis trésorière de l'association. Au moment où j'y suis rentrée, il y avait 850 membres. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins que 500. Et nous n'irons pas. Ça ne va pas augmenter, malheureusement. Malheureusement, nous n'irons pas augmenter. Mais il faut que vous sachiez que chacun des membres d'Alumim a son histoire et pourrait écrire un bouquin. Et c'est extraordinaire de pouvoir les entendre d'abord par les groupes de parole. Et nous sommes les uns avec les autres très attachés à cette association. Voilà. Alors Monique, on va parler de ton histoire, une histoire qui commence et qui se situe en France. Alors, on va commencer comme ça. Papa, lituanien, Vilkaviskis, un petit bled en Lituanie, né en 1913, arrive à Paris en 1930 à 17 ans. Pourquoi Paris ? Parce que c'est liberté, égalité, fraternité. Il venait dans le pays de la liberté. Maman, elle, vient de Pologne, d'un petit bled qui s'appelle Sterdin. Elle vient en France parce que son frère était déjà installé ici et il fallait qu'elle change de pays. Sa mère le lui avait demandé. Les parents sentaient déjà que ça allait très mal. Et elle est arrivée, elle, en France en 1934. Mariage en 1935. Papa naturalisé en 1937 avec maman et part à l'armée immédiatement. Reste 1 an et demi à l'armée. Pourquoi je raconte ça ? C'est important pour la suite. Reste 1 an et demi à l'armée, démobilisé, et arrive l'année 1940. Ils sont à Paris. Mon père est convoqué à la préfecture de police en 1940 pour réviser son décret de naturalisation. Il arrive à la préfecture, il n'était pas tout seul d'ailleurs, il y avait un tas
de juifs qui étaient naturalisés français, qui attendaient pour réviser leur décret de naturalisation. Ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, dans cette grande salle de la préfecture, on lui tape sur le dos. Et c'était quoi? C'était un flic, un agent de police avec la capeline, le képi, comme on les connaissait à l'époque, en 40. Et il reconnaît un copain de régiment. Et c'est pour ça que c'était important qu'il ait fait l'armée en France. Et qu'il lui dit, il l'appelait Sobol, parce que Sobol et Vicius, c'était bien trop compliqué. Sobol, qu'est-ce que tu fous là? Fous le camp. Ceux qui rentrent, ils ne sortent pas. Alors papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, et dans cette grande salle de la préfecture, où il y avait quand même un certain nombre de juifs, il a crié « Gewalt » en yiddish. Et Gewalt, c'est un nom qui est très, très difficile à traduire. Ça peut vouloir dire « Mon Dieu, au secours, on n'est pas bien ». C'est un mot épouvantable. À ce moment-là, les Juifs, eux, ils ont compris. Et tout le monde s'est tiré en courant. Quelque part, cet agent de police a quelque part sauvé papa. Il est rentré à la maison. Mon frère était déjà né. Il est né en 1936. Vous n'étiez pas né, hein? Vous n'étiez pas né, vous? Non. D'accord. Non, pas du tout. Mon frère est né en 1936. Papa rentre à la maison. Zissel, c'est le nom de maman. Il ne faut pas rester. On va chercher un endroit où aller se cacher. Il prend son vélo. Il traverse la France. On habitait Paris. Et il arrive à Guéret dans la Creuse. Et à côté de Guéret, il y avait un petit village qui s'appelle Jarnage. Pourquoi Jarnage? Loin d'un aéroport, loin d'une route nationale. Et c'était un petit bled tout à fait tranquille. Il y avait déjà 2 familles juives qu'il connaissait, qui étaient déjà là-bas de ses amis. Quand il a pu trouver une location avec une pièce, une petite salle à manger et une pièce à dormir, et d'ailleurs, je dois dire que cette pièce à dormir, il y avait une armoire comme ça qui glissait. Et lorsque les Allemands arrivaient dans le village, mes parents se mettaient derrière cette cache et on faisait glisser cette armoire. Et c'était chez monsieur et madame Petit à Jarnage. Sur ce papa, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un passeur à Paris pour récupérer maman et mon frère qui, eux, attendaient que papa se manifeste. Le passeur les prend tous les deux. Maman, avant de partir, elle déchire un petit peu, elle découd un petit peu les étoiles juives, les étoiles jaunes que mon frère et elle portaient. Ils arrivent dans le métro, bonne nouvelle. Dans le métro, elle se met dans un couloir, elle arrache l'étoile de mon frère et la sienne. Et avec le passeur, elles arrivent gare d'Austerlitz. Le passeur les met dans un train normal, un train de voyageurs, qui arrive à Vierzon. Vierzon, c'était on est en 40, hein. Ouais. Vierzon, c'était la ligne de démarcation. À Vierzon, entre la France libre il y a un cheminot qui récupère mon frère et maman. Et il y avait une baraque comme ça au milieu des voies ferrées. Il les fait rentrer dans cette baraque, et dans cette baraque, il y avait un sous-sol avec du charbon. Et il dit à mon frère et à maman, qui parlaient très très mal le français, « Vous attendez là ». Et maman s'est mise derrière ce tas de charbon à attendre une journée, une nuit, une journée et encore une nuit. Au milieu de la 2e nuit, il y a un autre cheminot qui est venu les chercher, qui les a mis dans un train de marchandises. Il y avait des cajots comme ça. Et dans les cajots, il y avait plein de cajots, des cajots de fruits. Et au milieu de ces cajots, il y avait une cache. Maman est rentrée dans la cache avec mon frère, qui n'était pas vieux, hein. Il est né en 1936, il avait 4 ans. Et avec un autre monsieur qui était un peu baraqué. Ils étaient tous les 3 dans cette cache. On remet les cajots devant. Les Allemands arrivent quelques minutes après pour faire une inspection des cajots avec des baïonnettes comme ça. Maman m'a dit, la baïonnette, elle n'est pas passée loin de ma tête, mais ils n'ont pas trouvé. Le train de marchandises démarre. Et où fallait-il descendre? Et le train allait en direction de Cressac. Mais il fallait qu'il descende avant la gare de Cressac. Mais tous ces cheminots, il fallait savoir qu'il y avait quand même une chaîne dans ces cheminots. Il y avait une partie qui était dans la résistance, mais il y avait une partie qui passait les Juifs. On était de nuit, et arrivé
dans un genre de grand village, comme ça, de virage, pardon, dans un genre de grand virage. Le train ralentit terriblement. L'homme sort de la cachette avec maman et mon frère et il dit à maman, maintenant, il faut sauter du train. Et le train n'allait pas vite, mais il fallait sauter. Alors, elle a pris mon frère qu'elle a entouré de couverture et en plus avec la veste de cet homme. Elle jette mon frère du train, elle saute et l'homme saute derrière. Il pleuvait, maman s'en souvient bien, il pleuvait. Et alors de là, ils ont marché 7-8 kilomètres de l'endroit où ils sont tombés jusqu'à Jarnage. Maman n'avait pas dit à papa quel jour elle arrivait, parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Donc en fait, elle a marché avec cet homme et elle a retrouvé papa à Jarnage, dans ce petit village, où le maire a refait des cartes d'identité au même nom que nous, on était Sobelévicius, mais sans la mention de juif. Parce qu'évidemment, sur les cartes d'identité, il y avait les tampons rouges, les tampons juifs comme ça. Papa et maman se sont installés à Jarnage. Papa réparait des montres et ils arrivaient à vivre en troc, en faisant du troc comme ça. Le village ne les a jamais dénoncés. Pour tout le village, ils étaient protestants. Comme ils étaient protestants. Enfin bref, arrive 43. On était à peu près tranquille lorsque les Allemands arrivaient dans le village. Les villageois nous prévenaient et on rentrait dans la petite pièce derrière l'armoire qu'on mettait devant la porte. C'est pas arrivé beaucoup de fois. Maman m'a dit c'est arrivé 3 ou 4 fois. Mais enfin, ils étaient tranquilles là-bas. Arrive 43, moi je nais à l'hôpital de Guéret, qui était à quelques kilomètres. On n'est pas resté longtemps, ils sont restés une journée et on est vite rentré à Jarnage, bien sûr. Et lorsque moi je suis née, c'était difficile parce qu'on n'avait rien. Donc mon berceau, c'était une valise, ensuite une caisse à savon. Mais les villageois ont été formidables. Mon frère a pu aller à l'école dans l'école communale. Et moi, de mon côté, je n'ai absolument aucun souvenir. Alors Monique, on se rend compte que vous avez bénéficié d'un élan de solidarité et même par rapport aux passeurs, parce qu'on sait combien de passeurs ont trahi en fait, n'ont pas mené à bien, ont pris l'argent et ont livré aux Allemands des familles. Comment est-ce que vous avez parlé avec votre mère ou votre père de comment il a choisi ses passeurs? Que ça paraît fou, quoi. Non, les passeurs, je ne sais pas comment il les a choisis, mais je pense qu'il les a pris dans la chaîne de cheminots. Ça, je pense que oui, parce qu'à aucun moment on a été dénoncé et maman et mon frère ont vraiment été beaucoup aidés. Et lorsqu'on était à Jarnage, le maire était au courant que nous étions juifs, mais les villageois, plus ou moins, ils s'en doutaient, mais parce qu'on était plusieurs familles du coup. Et entre-temps, il y a une autre famille qui s'est installée à Clermont-Tex, qui était à quelques kilomètres de Jarnage. Et de temps en temps, mon papa et le monsieur de cette famille, qui était le docteur Schwab, qui était un médecin absolument exceptionnel et qui venait nous voir le soir avec une petite fille qui avait 12 ans et à qui il donnait la main et qui s'appelait Marianne. Et le docteur Schwab et sa fille Marianne, la petite Marianne, comme maman l'appelait, venaient nous voir et il s'est trouvé que bien des années après, on a découvert que la petite Marianne, c'était Marianne Picard. Voilà. Alors, juste parce que vous avez une histoire vraiment de solidarité à tous les niveaux et de sauvetage vraiment magnifique. Et ça fait du bien parce qu'on a beaucoup parlé des wagons SNCF qui ont transporté les déportés et des complicités, etc. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y avait un réseau de résistance parmi les cheminots qui ont énormément aidé aussi les Juifs. Alors, juste parce que le temps nous est compté malheureusement. Vous êtes en 45, après vous êtes caché donc dans ce village de Jarnage. Vous êtes revenu en France pour essayer à Paris pour récupérer votre appartement. Mon papa est d'abord revenu en vélo. Il a retraversé la France en vélo. Et nous habitions rue d'Hauteville. Ils habitaient rue d'Hauteville avant la guerre. Et maman et moi, on est arrivés
quelques heures après, mais nous, on a pris le train, maman, mon frère et moi. On était quand même en début 45. On arrive, l'appartement occupé par des gars qui ne voulaient pas foutre le camp. Non, c'est chez nous, etc. Alors, comme mon papa n'était pas du genre à attendre les avocats et la justice, il a été voir ses copains boulevard Magenta. Il avait ses potes du Parti communiste et il leur disait, il n'était pas communiste lui, mais c'était des amis qu'il avait connus pendant la guerre d'ailleurs, avant la guerre même. Et on revient à ces histoires de service militaire, c'était les copains de l'armée. Il leur dit, écoutez les gars, j'arrive pas à rentrer dans mon appartement et il y a 4 malabars qui sont arrivés du boulevard Magenta, qui sont arrivés rue d'Hauteville, fond de la cour, 2e étage gauche, qui ont tapé à la porte et qui ont dit au mec, tu as exactement 3 heures avec ta famille pour foutre le camp. 3 heures après, papa a récupéré l'appartement. Voilà. Justice a été faite. Je voudrais te poser une dernière question, Monique. C'est pas justice, c'est le coup de poing qui a été fait. Surtout. Je voudrais te poser une dernière question. Tu nous as raconté ce moment héroïque, cette histoire héroïque de ta maman, de tes parents. Tu nous as parlé aussi de toutes ces personnes de Alumim avec qui on pourrait faire, avec chacune des personnes, un livre. On voit vraiment que ce sont des moments incroyables. D'après toi, d'où les personnes ont trouvé la force de réagir de cette façon à ce moment précis? Ça veut dire que les personnes qui sont comme moi, qui sont nées pendant la guerre, tout dépend dans quelle ambiance elles ont été élevées. Si c'était une ambiance, allez, il faut que j'avance à tout prix, il n'y a pas de problème. On a connu ces histoires. Moi, j'ai connu ces histoires, j'avais au moins 10-12 ans, j'étais beaucoup plus âgée. Je n'ai pas vécu dans une atmosphère de souvenirs et de... Non, pas du tout. Alors, tout dépend dans quelle famille nous étions. Maintenant, tous ceux qui ont vécu en tant qu'enfants cachés et qui étaient beaucoup plus âgés que moi, alors il y a de tout. Il y a des gens qui ont été très heureux et il y en a d'autres qui ont été très malheureux. Et là, il y a les histoires de résilience. Il y a ceux qui ont été très malheureux, il fallait vraiment qu'ils travaillent sur eux et même encore aujourd'hui, ils sont aidés par Amra, ils sont aidés et par nous-mêmes. Nous, à Alumim, on les aide beaucoup. Les aide beaucoup, aussi bien financièrement que psychologiquement. Alors Monique, vous avez parlé très brièvement des origines de votre famille. Votre mère, vous l'avez dit, était polonaise, issue de la chassidoute de Gour. Votre père, par contre, lui, il était lituanien. Que s'est-il passé pour leur famille? Alors, pour leur famille, en Lituanie, en août 41, il y a les Ersatzgruppe, groupe A, ceux qui s'occupaient des pays baltes, sont arrivés et ont tué tous les juifs qui étaient à Vilkaviskis en fosse, dans une fosse commune. Ils ont été la Shoah par balle. Très aidés, mais c'est même pas très aidés parce que les Lituaniens, c'était les premiers. Et les Einsatzgruppe, ils arrivaient à Beek, enfin très aidés par la population locale. Et ça a été la Shoah par balle. Ensuite, en Pologne, alors là, on peut compter entre 50 et 60 personnes à peu près, de ma famille en tout cas. Qui ont été décimées. Ce sont des familles qui avaient des 5 et des 6 enfants. Hein. Alors en Pologne, c'était autre chose, à Sterdin. À Sterdin, c'est en septembre 1942 où les nazis ont fait un train, à peu près de 1000 personnes, qui est parti de Sterdin directement à Treblinka. Et une partie des Juifs de Sterdin ont été tués aussi bien par balle qu'à la hache, que c'était un épouvantable massacre par les nazis, mais les nazis seuls. Voilà, ça c'est Sterdin. Et d'ailleurs, on peut voir à Treblinka, il y a une stèle, ce sont des stèles avec des noms des villages qui ont été déportés à Treblinka, et il y a effectivement une stèle avec Sterdin. Alors juste pour finir, Monique, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, cette commémoration, ce Yom HaShoah? Alors plus je vieillis, plus ça représente. Voilà. Chaque année, c'est un peu plus. D'abord, je cherche beaucoup, je trouve, je reconstitue. J'ai été en Lituanie, j'ai été en Pologne, j'ai été sur place.
Et je crois que ce sont des... Comment vous expliquer? J'ai beaucoup de photos, des vieilles photos comme ça, où par exemple, j'ai 50 personnes de ma famille qui assistent à une Brit Mila. Mais chaque personne, au fur et à mesure des années, prend, comment je dirais, c'est pas seulement un visage, ça prend vie. Et j'ai l'impression, c'est pas des fantômes que j'ai autour de moi. Chaque Yom HaShoah, et encore moi, c'est chaque Yom HaShoah, mais il y en a d'autres, c'est tous les jours. Chaque Yom HaShoah, j'ai l'impression que ce sont des inconnus excessivement familiers. Tu les fais revivre en quelque sorte. Qui me côtoient, qui vivent dans moi. Ouais. Tu les fais revivre. Ouais. Et le fait que je sois en Israël, on parlait du docteur Schwab tout à l'heure, le grand sujet entre Schwab et papa, c'était le sionisme. Bon, et on était quand même en 43. Religieux ni l'un ni l'autre, mais très, très, très sioniste. Et je crois que papa et maman nous ont distillé cette partie d'amour d'Israël. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Merci, Monique. Merci beaucoup pour vraiment. ce témoignage très émouvant. Merci, Olivier. Merci, Cathy. Excusez-moi, mais j'étais quand même un petit peu émue. Pas de problème. C'est normal, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Monique. À bientôt. Bye bye. Bye. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.